On est parti pour le dernier point actu hardware de cette semaine, aujourd'hui vendredi 21 mai. Au programme, un bon plan sur l'Epic Game Store, nouveau jeu offert cette semaine avec NBA 2021, incroyable, gros jeu hein, quand même. On parlera ensuite d'un autre jeu, Knockout City, un jeu qui sort officiellement aujourd'hui pour tout le monde et qui va avoir une période de gratuité temporaire. On va essayer de comprendre un peu ça et l'idée qu'il y a derrière, même si honnêtement je ne suis pas méga convaincu par cette idée d'avoir seulement une gratuité temporaire. On va parler de Blade et de Shadow, Blade qui est la société derrière Shadow, avec voilà, des nouvelles idées pour relancer la machine et partir sur quelque chose qui serait potentiellement plus viable pour l'entreprise. On a vu hein, que Blade avait été en grosse difficulté et qui a été repris par OVH depuis. Donc on fait des changements pour rendre ça plus stable et moins à perte. On aura petite info sur Twitter qui réactive la fonction de certification, on va en discuter un petit peu. Petite info sur TSMC et le MIT qui s'associent pour faire des recherches sur potentiellement le futur de nos puces électroniques avec des finesses de gravure toujours plus bas. Ici on parle de 1 nanomètre. On n'est pas encore sur une production de puces gravées en 1 nanomètre, mais on commence à avoir des solutions pour peut-être y arriver dans le futur. On va parler de caméra sous l'écran avec Google qui a trouvé au moins une solution. On ne sait pas encore si c'est la meilleure, mais l'idée est bonne. Et en vrai, c'est plutôt malin, fallait y penser, c'est pas si compliqué que ça. Et en tout cas, en théorie, ça fait le taf. Petite présentation d'une souris MSI, une souris légère, un refresh d'une version déjà sortie en sans fil, avec toujours des caractéristiques au top, un tarif un peu élevé. Mais on est sur de la souris haut de gamme sans fil, donc ça reste correct. On enchaînera avec un petit comparatif entre le Ryzen 7 5800X et le Intel Core i7 dernière génération 11700K sur du gaming. Et honnêtement, pas tant de différence que ça. Bon, par contre, en termes de production, c'est une autre histoire. On finira avec les cartes graphiques, bien sûr, et les stocks, mais on aura aussi des petites news sur la future nouvelle carte d'AMD, la 6600 XT qui se dévoile un petit peu sur internet, et une communication officielle de Nvidia qui nous informe que les Founders Edition, donc les cartes qui sont produites directement par Nvidia et vendues au prix de vente conseillé, ne seront pas impactées par le LHR, le Light Hash Rate, qui permet de brider les cartes graphiques. Ça nous donne effectivement une information, mais ça nous pose d'autres questions dont on n'a pas la réponse, donc peu dommage. On commence du coup tout de suite avec le bon plan, le jeu gratuit NBA 2K21. Donc voilà, qui est gratuit sur l'Epic Game Store. Comme à chaque fois, il vous suffit juste d'avoir un compte et de l'ajouter à votre bibliothèque. Sachez que comme d'habitude, ce jeu est gratuit temporairement. Passé une certaine durée, il redeviendra payant. Donc profitez-en et encore une fois, vous avez juste à l'ajouter à votre bibliothèque. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être déjà de le télécharger, premier point, et en plus d'être à l'instant T sur un PC. Vous pouvez le faire depuis n'importe quel navigateur, j'imagine. Euh, Remarque, peut-être pas. J'avoue que j'ai jamais essayé. Est-ce qu'il y a un site Epic Game Store? Je ne sais pas. En tout cas, profitez-en. C'est quand même un gros jeu, un jeu qui, plein pot, se paye 60 €. Ici, il est gratuit. Je vois pas pourquoi on n'irait pas le chercher. En tout cas, pour moi, c'est déjà fait et je vous conseille de faire pareil.
Autre news jeux vidéo et on va se regarder le petit trailer tranquillement. Voilà pour que vous voyez un peu de gameplay. euh, et je vais vous parler un peu de ce jeu que j'ai testé pendant la période de bêta ouverte. Il y a eu une période de bêta accessible à toute personne qui voulait tester le jeu. J'ai joué un peu avec des amis et honnêtement, c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Il reprend le principe d'un shooter, mais au lieu d'avoir des armes, vous avez des ballons, ce qui le rend accessible à un plus jeune âge déjà, qui le rend aussi plus facilement streamable de manière compétitive sans avoir les problèmes que peuvent avoir les jeux comme Counter-Strike par exemple, ou même Code. Et en vrai, il y a du potentiel, même si encore une fois j'ai testé uniquement la bêta qui donnait accès à un seul mode de jeu, le 3 contre 3, et, euh, et qui était plus une démo qu'une vraie bêta. Il sort aujourd'hui, du coup, en version complète, donc en plus d'avoir le 3 contre 3, on a aussi le 4 contre 4 et le chacun pour soi. Donc voilà, des modes qui peuvent aussi avoir un intérêt quand on n'a pas d'amis avec le chacun pour soi ou quand on a plus de 3 amis. Voilà. Mais la vraie question sur ce jeu qui est en fait un jeu quand même à vocation compétitive. Donc pour avoir un jeu à vocation compétitive, il faut des joueurs. Et là, on nous informe que le jeu est gratuit actuellement pour une période de 10 jours. Donc c'est cool. Vous pouvez, allez-y, vous pouvez y jouer gratuitement sur la plateforme Origin, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, il deviendra payant. Et là, j'avoue qu'il y a un petit truc ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Encore une fois, on ne sait pas le prix. Et ça va aussi être vachement dépendant de ça. Mais pour ce genre de jeu, on est quand même maintenant assez habitué à un jeu gratuit avec des microtransactions pour du cosmétique, histoire de ne pas ruiner l'équilibre. Et en général, c'est ce qui marche le mieux pour les jeux qui veulent devenir des vrais titres compétitifs avec une scène, des compétitions, des championnats, pourquoi pas. J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt de vouloir le faire payer aux joueurs. Ça peut quand même avoir pas mal d'effets pervers du genre avoir une recherche de partie très longue parce que manque de joueurs, ou même un jeu qui meurt très vite parce que manque de joueurs. C'est, je trouve que c'est un choix discutable. Ça m'étonne qu'à moitié du fait qu'ils sortent sur toutes les plateformes. Et du coup, sur certaines plateformes, on a moins l'habitude des jeux gratuits, même si maintenant on a quand même des gros titres gratuits tels que Fortnite sur toutes les plateformes. Donc un peu déçu là-dessus. Je pense que j'y jouerai pendant la période gratuite. Personnellement, je ne sais pas si... Je pense pas l'acheter dans un premier temps en tout cas. Et j'ai peur qu'il soit un peu déçu de ce choix de faire payer un jeu qui pourrait, à mon avis, très bien vivre à base de microtransactions. Je pense que ça aurait été quand même la meilleure idée. Et attention, hein, que le jeu soit payant, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des microtransactions à l'intérieur. C'est aussi ça le truc. On sait, hein, Electronic Arts, ils ont parfois abusé. On verra, on attendra déjà le prix quand il sera payant, et voir un peu le système économique derrière s'il y a aussi de la microtransaction. Mais ça ne m'étonnerait pas vraiment. D'un point de vue gameplay, c'est très fun. Essayez, c'est gratuit pendant 10 jours, faites-vous plaisir, peu importe le support, que ça soit PC, PlayStation, Xbox, Switch.
et toutes les plateformes PC, hein. Steam, Steam Origin, Uplay, Epic Game Store, ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. On continue avec Shadow, le service de cloud computing que nous on connaît plutôt bien en France, forcément, qui a eu des soucis. En tout cas, sa maison mère, parce que Shadow c'est le service, la maison mère qui s'appelle Blade, qui a connu des gros problèmes et qui a dû être racheté par OVH après être passé en faillite, hein. OVH qui commence à dévoiler son plan pour rendre du coup ce service rentable et éviter de perdre de l'argent, j'imagine. Parce que voilà, si Blade est tombé en faillite, j'imagine que leur système économique était mal fait et du coup ils perdaient de l'argent et au bout d'un moment bah, on peut pas continuellement perdre de l'argent, ça commence à être un problème pour une entreprise. Et OVH a, j'imagine, pas investi pour derrière que ça soit un gouffre financier. Donc le premier acte majeur qu'ils font, c'est ils augmentent les prix. C'est assez simple à faire, effectivement, et ça solutionne normalement assez rapidement les moyens de trésorerie avec des augmentations plutôt conséquentes, notamment sur l'entrée de gamme. Du coup, on passe à des prix qui vont de 30 à 55 euros. 55 euros plutôt cher, forcément. Mais du coup, sur l'entrée de gamme, on est sur quelque chose d'assez moyen. On n'est pas sur une config haute performance, à part au niveau de la carte graphique qui est plutôt pas mal. Mais sinon, on a le droit à du Full HD et une RTX 1080. Un processeur 4 coeurs et 12 Go de RAM. Côté stockage, on a seulement 256 Go de stockage, ce qui n'est pas beaucoup. Et le coût mensuel du service passe de 15 euros, ce qui est plutôt ok, à 30 euros, ce qui devient tout de même un peu cher. Franchement, c'est quand même x2, hein, donc sur l'entrée de gamme, c'est un peu cher. Après, sur le milieu de gamme, c'est moins... Voilà, la hausse est moins significative parce que on a la chance de passer à une 3080 au niveau de la carte graphique. Donc voilà, le gain, il est quand même assez énorme. Entre une 1080 et une 3080, on est quand même sur un vrai gros gain. Et on a du coup 16 Go de RAM à la place de 12. 12 c'est un peu léger, hein. 512 Go de stockage. Par contre, on a toujours un processeur 4 coeurs. Ça, j'avoue que c'est un peu dommage de ne pas avoir déjà le 6 coeurs. Et on passe du coup de 30 à 50. Donc voilà, c'est pas x2, mais pas loin, un peu moins. Et pour la version la plus haut de gamme, c'est là où l'écart est moindre, parce qu'on passe de 45 à 55, et on est pourtant sur de la config vraiment orientée haut de gamme ici, parce que en équivalence de carte graphique, on nous promet une Titan RTX, hein, carte qui valait 3500 euros à l'époque où le prix des cartes graphiques n'avait pas explosé. Et on passe au 6 coeurs sur le processeur, 32 Go de RAM et 1 Tera de stockage. Là, on est vraiment sur quelque chose de haut de gamme. À la limite, c'est ce qui est le plus attractif à ce prix-là, 55 euros pour une config qui est honnêtement très performante et très chère à reproduire encore plus à l'heure actuelle où une carte graphique juste moyenne, voire entrée de gamme, coûte une blinde. Donc possiblement des gens intéressés par d'ailleurs toutes les gammes, vu les problèmes sur les cartes graphiques à l'heure actuelle. Autre petit plus qu'ils annoncent bientôt disponible, c'est la possibilité d'avoir du double écran. Ça aussi, beaucoup de gens attendent ce genre de choses pour bénéficier à fond de ce genre de config, surtout pour les configs haut de gamme. Et voilà, un autre truc, du coup j'ai dû aller me renseigner sur, ils appellent ça le subsampling 444.
connaissais pas du tout. C'est un moyen de compresser, de ce que j'ai compris, de compresser le signal pour rendre du coup le transfert d'informations plus léger, donc potentiellement meilleur, et disponible avec peut-être des connexions un peu moindres. Donc que du bon, à part peut-être le prix, forcément. Mais au final, si c'est pour avoir un service viable dans le temps, et c'est quand même ce qu'on attend en premier pour ce genre de service, pas qu'il puisse s'arrêter du jour au lendemain, et bah ça va être au moins la solution dans un premier temps, et il faut bien renflouer les caisses. Encore une fois, les problèmes de carte graphique, ça va bien les arranger chez Shadow. On continue avec Twitter qui réactive sa fonction de certification de compte pour presque tous ses utilisateurs. Alors, presque tous, ça reste un peu flou là-dessus, mais c'est quand même beaucoup moins flou que, que ce que c'est actuellement. À l'heure actuelle, honnêtement, c'est proche de la légende urbaine de savoir comment se faire certifier sur Twitter. Il paraît que certaines personnes ont des contacts chez Twitter et même eux n'arrivent pas à se faire certifier. D'autres n'ont pas forcément de contact et se font certifier comme par miracle. C'était vraiment un truc un peu... on n'était pas loin de la mafia hein, dans cette histoire. On comprenait pas trop comment les tenants et les aboutissants des certifications Twitter. Mais visiblement, ça va revenir avec un service voilà, accessible. En tout cas, tout le monde pourra postuler. Bien sûr, ce sera une vérification, j'imagine, manuelle ou semi-manuelle pour valider les trucs. Mais vous pourrez postuler à une certification. Il faut dire qu'ils ont connu des problèmes en certifiant notamment un suprémaciste blanc aux États-Unis pendant une période où il fallait peut-être mieux pas. Du coup, suite à ça, ils ont juste enlevé, enlevé ce service de certification. En tout cas, la possibilité de souscrire à la certification, mais bien sûr, il y avait toujours des gens certifiés et voilà, comme je vous disais, c'était un peu, un peu, certains pouvaient, d'autres non, certains pesaient assez, d'autres non. Et bien sûr, tout le monde n'était pas logé à la même enseigne, ce qui paraissait un peu étrange tout de même, le fait que tout le monde ne puisse pas demander à être certifié, et certains comptes qui auraient pu avoir une certification ne l'étaient pas, et enfin voilà quoi, il n'y avait pas totalement de logique et tout ça était pas du tout clair. Ici on va retourner sur quelque chose de clair, avec dans un premier temps uniquement des comptes liés à ça, donc gouvernement, entreprises, marques et organisations, organismes de presse et journalistes, divertissement, sport et gaming, activistes, organisateurs et autres personnes influentes. Je vous avoue que dans autres personnes influentes, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Euh, mais il y aura un moyen via les paramètres de compte de demander sa certification. Euh, donc ensuite, comme je vous dis, ce sera probablement vérifié, j'imagine, soit via un algorithme d'abord pour dégrossir, soit tout manuellement, je ne sais pas. Mais voilà, ils vont rouvrir le truc. Ensuite, vous aurez une réponse par mail et la possibilité, après refus, de repostuler 30 jours après avoir reçu la réponse. Donc voilà, si vous ne respectez pas forcément tous les critères, vous aurez la possibilité de revenir une fois tous les critères remplis. On nous dit aussi que dans le futur, il prévoit d'ajouter d'autres trucs, notamment pour les scientifiques, les universitaires et les chefs religieux. Mais il faut effectivement faire attention avec ce genre de trucs et effectivement on s'est rendu compte que Twitter n'est pas un endroit pour débattre de tout avec tout le monde. Donc il faut faire attention à qui on certifie. La certification est quand même une sorte de mise en avant, en tout cas de validation par Twitter, qu'il le veuille ou non en fait. Du coup, effectivement, il faut faire attention, mais c'est bien que ça réapparaisse de façon plus normale, plus classique, qu'on ne soit pas dans un système obscur
ou voilà, si vous avez tel ou tel contact, vous avez peut-être une chance de vous faire certifier, et encore, c'est pas forcément garanti. Non, non, il faut que tout le monde puisse au moins le demander. Après, je conçois que tout le monde ne puisse pas être certifié forcément, mais pour certains, ça avait pas spécialement de sens de ne pas les certifier, et même, il faut savoir que la certification sur Twitter apporte aussi des... alors, comment dire ça? Pas des droits en plus, mais des possibilités supplémentaires, du genre envoyer le même message à plein de gens sans que ça soit traité comme un spam, ce genre de truc, parce que c'est des fonctionnalités que peuvent avoir besoin certains utilisateurs de Twitter d'un point de vue professionnel, en fait, c'est ça aussi. C'est aussi la possibilité d'utiliser Twitter d'un point de vue professionnel. Donc je vous avoue que moi j'essaierai, j'imagine que je l'aurai jamais, mais j'essaierai de me faire certifier, soit en tant que streamer pour mon compte Twitter de ma chaîne Twitch. Pas sûr, hein. Pas sûr, mais j'essaierai pour voir. On continue avec de la puce, en tout cas on espère dans le futur de la puce avec cette innovation de la part de TSMC et du MIT et aussi d'une autre université de Taïwan, le NTU, qui sont en train de travailler sur des nouveaux transistors, des nouveaux matériaux pour des nouveaux transistors qui permettraient d'atteindre, pourquoi pas dans le futur, des gravures en 1 nanomètre. Alors là, on est vraiment dans le futur, on n'est pas du tout on n'est même pas sur du prototype de puce du futur, on est encore sur des recherches et des questionnements avec, pour l'instant, le début de quelques solutions. À l'heure actuelle, nos puces sont faites avec des semi-conducteurs tels que le silicium, qui est, de manière simple, on va essayer de faire simple. En gros, il faut vous dire que le silicium, d'un point de vue structure atomique, oui, déjà c'est plus très simple, mais structure atomique, c'est-à-dire les atomes entre eux, il a une échelle en 3D. Voilà. On est, pour représenter sa structure atomique, on est obligé de prendre une échelle en 3D. Et forcément, vu que c'est en 3D, ça prend plus de place que quelque chose qui est en 2D. Exemple simple, une feuille de papier, c'est plus fin qu'un cube. Voilà, exemple simple. Surtout si vous prenez les mêmes échelles de grandeur. Du coup, ces gens très intelligents de TSMC, du MIT et du NTU se sont dit qu'ils allaient utiliser autre chose que le silicium. Pourquoi pas ici le graphène, qui lui a une structure qui peut être représentée en 2D et donc peut potentiellement être beaucoup plus fin qu'on puisse créer des transistors beaucoup plus fins du coup avec ce graphène que avec du silicium. Donc ils ont testé ça et ils se sont rendus compte. Du coup ils ont essayé de faire des petits transistors là, avec leur graphène et ils se sont rendus compte que, incroyable, ces nouveaux types de transistors qui viennent d'inventer se comportent comme des transistors qu'on utilise actuellement en masse. Et donc, on est sur une technologie qui prend moins de place, du coup peut nous permettre de réduire encore et toujours la finesse de gravure, tout en ayant un fonctionnement primaire que l'on connaît déjà, que l'on a appris à maîtriser durant les différentes générations de puces qu'on a élaborées. Et donc on partirait pas de rien. On aurait déjà des bases solides sur une nouvelle génération qui nous permettrait d'aller plus loin. L'intérêt d'aller chercher des finesses de gravure toujours plus petites, c'est déjà, premier point, le potentiel gain en puissance. À l'heure d'aujourd'hui, on veut toujours plus de puissance, et c'est pour ça que le titre
fait référence à la loi de Moore qui, qui dit que en gros l'augmentation de la puissance informatique est exponentielle. Donc voilà, imaginez. Euh, et aussi qu'on a, et ça c'est aussi très important dans le monde de demain, c'est qu'on a eu un vrai gain significatif en énergie à puissance égale. Attention, à puissance égale, parce que si forcément on va chercher le gain en puissance, effectivement on peut aussi aller chercher un peu de gain en énergie, mais il y a un moment où on est face au problème de il faut faire un compromis entre gain en puissance et gain en énergie. Mais du coup ça donne quand même potentiellement un futur assez radieux pour les puces de demain. Quand je vous dis de demain, c'est là on n'est vraiment pas sur ça débarquera en fin d'année ou de l'année prochaine, hein. On est vraiment sur le futur d'ici j'imagine 5 à 10 ans pour les premiers prototypes. Après on verra suivant les problématiques qu'ils ont pour, euh, pour faire de la production de masse. Mais on est quand même sur quelque chose qui est intéressant, qui change technologiquement pour nous permettre d'atteindre des objectifs qu'on espère atteindre, c'est-à-dire des puissances de calcul toujours plus importantes et aussi un gain énergétique euh, assez massif, notamment sur tout ce qui est objets mobiles et connectés. Euh, donc, ça fait vraiment envie. On est sur de la recherche, on est loin d'être sur les premières puces gravées en 1 nanomètre. Hein, faut pas dire n'importe quoi. Ici, on est clairement sur le début et on est loin d'avoir vraiment du matériel. Mais bon, faut passer par là pour avoir un produit fini des années plus tard. Donc c'est déjà un début très intéressant. Et encore une fois, le fait que du coup ça se comporte comme ce qu'on sait faire et ce qu'on produit en masse à l'heure actuelle, ça nous donne beaucoup d'espoir sur la possibilité d'adopter et de produire en masse ce genre de nouveaux transistors. Donc ça fait plaisir. On verra, on a du temps avant que on ait les premiers. Sûrement, sûrement on commencera par les téléphones d'ailleurs ou les ordi portables en 1 nanomètre. Mais j'ai hâte. On continue avec une solution plutôt ingénieuse de Google pour cacher une caméra sous votre écran. Aujourd'hui, on ne veut plus de petites encoches ou déjà on veut un écran qui prend toute la surface de votre téléphone et on ne veut pas de petites encoches. Donc, soit on n'a plus de caméra frontale, ce que personne ne va accepter, soit on trouve un moyen de la cacher sous l'écran. Il y a déjà eu des essais, notamment de ce téléphone qui a un ZTE, donc marque chinoise, qui a du coup, ici vous voyez la caméra, mais qui du coup sacrifie la qualité pour votre écran. Vous voyez pas la caméra, mais votre caméra n'est pas très qualitative. Vous voyez ici les essais de, euh, de caméra, on n'est pas fou quoi. Euh, du coup, Google, ils sont pas d'accord, ils veulent pas sacrifier. Eux, ils veulent quelque chose de qualitatif. Ils ont des cerveaux qui travaillent dessus et ils ont trouvé un moyen qui est pour le coup super ingénieux. Petit coup de miroir et incroyable. Regardez, petit schéma qui nous explique le principe. On a toujours une caméra, on a une vitre à la place de l'écran, à l'endroit de la caméra, et on a un petit prisme qui serait du coup ici motorisé pour soit refléter l'image d'un écran qui du coup serait sous votre écran, soit refléter l'image de la caméra pour vous permettre de prendre une photo avec votre caméra frontale. Honnêtement, c'est plutôt simple, mais en même temps plutôt brillant. Et ça peut très très bien marcher là où effectivement plus personne veut de caméra sur son téléphone. Après, est-ce que vous êtes concerné par cette volonté de ne plus avoir de caméra? À vous de me le dire. Moi, honnêtement, j'en suis pas encore là sur mon téléphone et j'ai pas encore le téléphone dernière génération, donc on verra. Mais je trouve l'idée vraiment, vraiment ingénieuse. Ça paraît tout bête une fois expliqué comme ça.
Mais en vrai, fallait y penser. Et, sans, en- et la vérité, c'est que beaucoup de marques sont à l'heure actuelle en train de réfléchir à une solution pour mettre leur caméra derrière un écran sur leur futur smartphone. Google, c'est pas les seuls. On a parlé de Samsung il n'y a pas très longtemps, qui eux aussi développent une technologie pour mettre une caméra sous un écran. Une technologie qui est du coup différente et dont on n'a pas les secrets techniques. Mais là, je suis vachement impressionné que ça paraît tellement simple. Et en vrai ça a l'air super, super fonctionnel comme principe. Après, faut voir un produit équipé avec ça et voir si ils arrivent à retranscrire cette expérience en réalité, bien fait, avec un produit fini propre, et si la différence nous choque ou pas. Mais normalement, il y a moyen de faire quelque chose de très très propre et du coup d'avoir enfin une caméra invisible et une caméra de qualité. On enchaîne avec une souris de chez MSI. MSI, une marque que j'aime beaucoup, qui nous présente un refresh de sa GM41 légère. Ici, on est sur un modèle du coup sans fil, avec toujours un poids-plume sur la balance, surtout en notant qu'elle est sans fil, donc il y a une batterie à l'intérieur. Elle pèse seulement 74 grammes et pourtant il n'y a pas plein de petits trous dans la coque pour gagner quelques grammes sur la balance. On a la possibilité de l'acheter en pack avec une station de recharge si vous aimez les stations de recharge. Sinon, vous pourrez la recharger avec un fil qui est fourni avec la souris, incroyable. Et honnêtement, on est sur du haut de gamme de souris, que ça soit pour de la bureautique si vous voulez, ou pour du gaming compétitif. On est sur une souris qui a l'air plutôt agréable en termes d'ergonomie, tout arrondi, format ambidextre. Ça régalera les gens qui aiment utiliser une souris de la main gauche, ce qui n'est pas mon cas, j'avoue. Pourtant, je suis gaucher, mais pas de souris de la main gauche. Euh, du coup, honnêtement, on est sur du top niveau. On est à 80 € pour cette souris qui est quand même orientée haut de gamme, sans fil, autonomie 80 heures. Donc vous avez le temps de voir venir. En plus, au niveau de la charge, c'est quand même très fort. On a 80 heures d'autonomie avec une charge qui dure, d'après MSI, 90 minutes, tout de même. Et si vous avez pas le temps, vous pouvez avoir 9 heures d'autonomie avec 10 minutes de charge. Donc en gros, vous la chargez 10 minutes en prenant votre café le matin et vous avez la journée d'utilisation. Donc là-dessus, on est quand même très bien pour une souris qui est ultra légère. Donc forcément, on n'a pas mis une énorme batterie qui est pas très grande, mais pas toute petite non plus. On est sur un format moyen. Possibilité, si vous avez vraiment plus de batterie, de la brancher avec le fil. Effectivement, ça peut servir à charger, mais aussi de s'en servir si on a vraiment plus de batterie et pas le temps pour la charger. Petite souris bien sympathique de MSI. Encore une fois, souris légère, c'est la mode en ce moment. Mais ce modèle, 80 €, bonne autonomie. Pas de trous pour les gens qui n'aiment pas les trous dans les souris, ce que je peux comprendre. C'est un modèle plutôt sympa, surtout pour les gens qui aiment la marque MSI. On continue avec du processeur. Petit comparatif de deux processeurs dernière génération qui sont censés être en concurrence. D'un côté, l'AMD Ryzen 7 5800X. De l'autre, l'Intel Core i7 11700K. Et ils ont fait un petit test comparatif sur pas moins de 32 jeux différents avec les trois résolutions classiques, 1080, 1440 et 2160. Et on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de différence. Ici, c'est
sur cette définition 1440p et on voit que suivant les jeux, on a plus ou moins on a quand même un peu plus pour l'AMD qui ici a entre 3 et 4% mieux en faisant la somme de toutes les différences, mais c'est pas non plus énorme sur du jeu vidéo. En tout cas, encore une fois, pour le jeu vidéo, en général, un processeur avec 6 cœurs suffit. Donc forcément, quand vous passez sur du Ryzen 7 ou du i7 qui lui a 8 cœurs, on est un peu dans l'overkill. Forcément, on s'attendait à pas énormément de différence, 3 à 4% en moyenne. Mais on nous informe que voilà, en production, il n'y a pas photo. Le processeur AMD est bien meilleur et ça, on le sait, grâce notamment à son énorme mémoire cache. Mais c'est une autre histoire. Si vous voulez vraiment jouer à du jeu vidéo et que vous voulez pas forcément mettre trop cher dans votre PC, je vous conseille de vous contenter d'un Ryzen 5 ou un Core i5 qui est largement suffisant pour jouer à quasiment tous les jeux, même dans des résolutions élevées. Pas la peine d'aller chercher des processeurs plus puissants, sauf si vous avez des besoins plus que le jeu vidéo. On finit avec les cartes graphiques et d'abord cette petite carte d'AMD, la future Radeon RX 6600 XT. Normalement, la prochaine qui devrait sortir, ça fait quelques temps qu'on nous la tease et on attend toujours et encore que AMD nous sorte l'entrée de gamme de ces cartes gaming, comme pour Nvidia d'ailleurs, qui bon, ils ont lâché les 3060. Ok, mais on attend toujours les 3050 de bureau côté Nvidia. Ici, chez AMD, on attend les 6600 et pourquoi pas les 6500. On n'est pas sur une carte finie. En tout cas, on nous l'annonce comme un engineering sample, donc un échantillon, un prototype, en gros. On va le dire comme ça plutôt. Un prototype d'une future 6600 XT custom. Alors du coup elle a comme nom ici Radeon Navi 23 XT 8 Go. C'est aussi pour ça qu'on pense fortement que c'est un prototype et pas un produit fini. On apprend du coup qu'il y a 8 Go de mémoire et on a très très hâte de voir l'annonce officielle d'AMD, le prix annoncé par AMD et aussi surtout la disponibilité et le prix réel à sa sortie, parce qu'actuellement il n'y a que cette information qui est intéressante. On sait bien les 3090 Founders Edition qui ont été vendus à 1550. À l'heure actuelle, plus de Founders Edition et des cartes custom qui sont bien plus proches des 3000 que des 1550, croyez-moi. Donc seul le prix réel sur internet, dans les magasins compte et pas le prix de vente conseillé durant la conférence de la marque, malheureusement. Côté Nvidia, on annonce pas de LHR sur les Founders Edition, mais en vrai, c'est un peu une infodouille. À mon avis, c'est un peu une infodouille ça. Ils nous font miroiter du coup des cartes Founders Edition qui ne seraient du coup jamais bridées pour miner de l'Ethereum, là où on sait que toutes les futures cartes produites à partir de maintenant seront bridées avec les nouvelles puces faites par Nvidia. Je ne sais pas si le bridage va tenir, mais en tout cas, elles seront bridées de base. Peut-être qu'il y aura moyen de contourner, comme d'hab. Là, Nvidia nous annonce que sur ces Founders Edition, ce ne sera jamais le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des grandes chances que ça veut dire qu'il n'y a plus de production de Founders Edition, vu qu'ils ont quand même annoncé que toutes les cartes, à part la 3090, seraient bridées à partir de maintenant. À mon avis, c'est plus, il n'y a plus de Founders Edition de produite, et du coup, bah, forcément, s'il n'y en a plus de produite, il n'y en aura pas avec le LHR qui est introduit après.
Je pense que c'est ça, hein, parce que clairement, des Founders Edition, on n'en voit plus. Et elles sont tellement intéressantes d'un point de vue prix, vu qu'elles respectent le prix de vente conseillé par Nvidia, vu qu'elles sont produites par Nvidia. Et bah, ça devient rapidement une licorne. Donc, petite larme pour les Founders Edition qui font tant rêver et dont peu de gens peuvent mettre la main dessus. Malheureusement, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une Founders Edition, peu importe le modèle, hein. En plus, elles sont sacrément belles. Partie trop jeune. On finit avec le stock des cartes aujourd'hui, en ce vendredi. Et on a classique, les 710, 730, 1030, qui ne sont pas des cartes graphiques pour jouer à du jeu vidéo. On a une 6700 XT d'Asrock, encore et toujours là, 1180 €, très très cher hein, quand même pour une 6700 XT. Si vous voulez mettre toujours plus cher, vous avez la version avec de la lumière, elle sera légèrement plus chère, on passe à 1240 à la place de 1180. Voilà, 60 € de plus pour un petit design refait et un peu de lumière. Si c'est votre truc, pourquoi pas. Sinon, on a toujours plus cher avec Saphir qui nous présente ici, franchement, sa masterpiece. Hein. On est sur une carte refroidissement hybride par air et par circuit de refroidissement liquide avec ce radiateur de 360 mm incroyable. 2650, cette carte-là est en stock depuis plutôt longtemps. Hein. Celle-là, elle part pas. La MSI 6900 XT aussi, qu'on a déjà vu hier, 2600, très très cher aussi, mais bon, on est sur le très haut de gamme de chez AMD. Un peu moins cher, ASRock 6700 XT à 1130, ça reste bien trop cher pour une 6700 XT. Celle-ci n'est pas overclockée d'usine, et du coup un peu moins cher. Et sinon, on a les 6900 XT toujours plus chères, avec l'OC Formula 2700, celle-là c'est la plus chère hein, qu'on ait. Est-ce qu'elle vaut son prix? Pas sûr. Si vous voulez mettre seulement 2600, vous avez la Toxic qui est différente de la Extreme Edition. En quoi, je sais pas trop. Peut-être une petite histoire de fréquence ou de série limitée. Mais est-ce qu'il y a une justification des 50 € d'écart? Je ne sais pas. À vous de juger. En tout cas, c'est déjà trop cher pour moi. Et voilà, on conclut sur ce petit point stock. Malheureusement, le stock des cartes graphiques, c'est toujours la crise. Oui, oui, oui. Mais on ne sait pas, on a vu les petites news de l'Ethereum qui parlaient de passer à un autre fonctionnement qui ne nécessiterait plus de cartes graphiques. Et peut-être que d'ici quelques mois, en gros, on pourrait revoir des prix peut-être un peu plus corrects et une disponibilité plus importante sur nos cartes graphiques dédiées au gaming qu'on aime tant, mais qui coûtent trop cher en ce moment et qui nous font beaucoup de mal. Merci d'avoir regardé en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette semaine de news. On se retrouvera lundi pour le retour des news avec, je l'espère, toujours des trucs aussi intéressants et aussi pertinents. On a de la chance d'avoir des trucs sympas en ce moment. J'espère que ça ne s'arrêtera pas. Et comme souvent, je vous invite à faire des retours. Ça m'aide. Et je vous remercie de me regarder et de passer ce moment avec moi. Vous savez, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Sinon, j'arrêterai. Mais je prends beaucoup de plaisir, donc j'arrête pas. Donc on se retrouvera lundi pour la suite. Merci.